Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors c'est le 3e épisode de notre série sur l'emploi des seniors et la réforme du travail. Pourquoi je lis les deux sujets ? Parce que pour moi, l'emploi des seniors est le sujet catalyseur des évolutions nécessaires du travail. Il nous interroge sur notre relation au travail, sur le lien de subordination, sur le temps de travail, sur les conditions de travail, sur la pénibilité, sur la performance. Et j'ai eu le plaisir d'ouvrir cette série avec Laetitia Vito, experte sur le futur du travail, donc il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai eu le plaisir de la poursuivre avec Franck Morel, qui est expert en droit du travail, un avocat associé donc chez Fitchi Granger Avocat, et surtout qui est l'auteur du rapport Emploi des seniors, agir sur tous les leviers de l'Institut Montaigne. Avec Franck, on a donc exploré un petit peu plus du côté légal et les pistes et la façon dont on peut travailler sur l'emploi des seniors. Aujourd'hui, un regard complètement différent, puisque j'ai l'honneur d'avoir Frédéric Sintra sur le podcast, auteur de Réentreprendre sa vie après 50 ans. Donc, on est vraiment passé avec Laetitia du regard à 360 sur l'emploi des seniors et la réforme du travail, à un regard plus affûté côté juridique, en tout cas plutôt spécifique juridique avec Franck Morel, et là, on va plus être sur les clés pour préparer cette seniorité, pour faire évoluer le regard des seniors en entreprise, et là, chers seniors, nous avons notre rôle à jouer, et puis sur le fait de bien vivre sa seniorité. Donc un épisode qui va intéresser absolument tous les âges, puisque le sujet de la préparation de la seniorité, ça se passe très tôt. J'avais été interviewée par INSAF, elle a signé à l'occasion de mes 50 ans, il y a un an, son podcast Ma Juste Valeur, et elle me demandait comment est-ce que je l'avais préparé cette période, justement. Et je lui ai expliqué que j'avais eu la chance de faire pas mal de pivots dans ma carrière, pas mal, en tout cas d'en faire, et de m'être retrouvée à devoir me former, me reformer, réapprendre, à me trouver dans cette situation de pas savoir et de devoir apprendre, donc de l'inconfort, et du coup, à m'être entraînée à ça, à avoir énormément de ce fait-là développé mes réseaux, tout ce que vous verrez, ce dont va parler Frédéric et qui est fondamental pour aborder cette période avec sérénité. Donc le livre de Frédéric que je vous recommande est également intéressant puisque elle nous parle de son expérience personnelle, elle nous donne beaucoup de clés, mais elle fait aussi témoigner des rôles modèles. Et je pense qu'on a vraiment besoin de rôles modèles. Vous savez combien je crois dans le pouvoir des rôles modèles plutôt que des modèles, j'en parle souvent. C'est vrai que je pense c'est vraiment en s'inspirant. Alors quand je parle des pionniers, en fait on est tous rôles modèles, on est tous pionniers, parce qu'on a tous un talent quelque part sur quelque chose. Et donc c'est en allant s'inspirer justement de ça qu'on peut soi-même avancer, avoir des déclics, des prises de conscience et progresser, et se mettre en action aussi. C'est d'ailleurs ce que vous me dites, écoutez le podcast pour ça, donc c'est exactement le but du podcast. Et donc j'en profite pour vous dire que je fais aussi des conférences avec ce but-là, parce qu'avec le podcast, je peux pas toucher tout le monde n'écoute pas un podcast, vous-même vous me dites, j'aimerais bien pouvoir sensibiliser mes managers ou mon comité de direction sur tel sujet, donc moi je fais des conférences extrêmement expérientielles, en fait, des ateliers d'intelligence collective exactement, et où je vais aller, en fonction de la population, de votre spécificité, partager plein de choses, plein d'idées, plein de pistes, pour essayer de déclencher justement ces prises de conscience, pour permettre aux managers qui sont présents, ou aux collaborateurs qui sont présents, de prendre conscience de ce qui se joue, de comprendre ce qui se joue, et de comprendre comment ils peuvent agir. Et en fait, souvent ils me disent, ça fait du bien. Parce qu'en fait,
les 3/4 du temps, c'est pas du tout qu'ils ont pas envie mais ils ont pas le temps de prendre du recul, ils ont pas forcément le réflexe comme vous d'écouter des podcasts, et ils ont besoin de ça. Donc en fait, c'est vrai qu'avec 1h30 de conférence, on fait pas des miracles, mais des choses vraiment sympas parce qu'on arrive à avancer. Donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu que je fais ça en parallèle du podcast, que je trouve que ça a du sens, et c'est important pour vous de le savoir, vous qui écoutez le podcast, puisque ça prolonge un petit peu votre démarche. Et j'en profite pour vous rappeler aussi, parce que je sais que vous êtes toujours intéressé par plus d'inspiration ou autre, que ce podcast a aussi une newsletter qui sort tous les 15 jours. Et le lien pour s'inscrire dans les notes de l'épisode, je l'ai appelé les coulisses de l'entreprise de demain, parce qu'en fait je partage vraiment ce qui se passe dans les coulisses. J'essaye de vous partager un petit peu mes réflexions aussi, mes questionnements, et puis l'envers du décor, et puis également des sources d'inspiration complémentaires, que ça soit des podcasts ou autre chose. Donc voilà, donc maintenant je vous en ai assez dit, et je vous laisse écouter Frédéric Sintra. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver quelques années après votre parution d'un premier livre qui s'appelait « Quand l'ambition vient aux femmes » et que j'avais lu, je pense que j'étais un peu plus de 40, j'avais 40 et quelques années. Et il m'avait beaucoup inspirée, j'étais en pleine réflexion justement sur le sujet de l'ambition. Je me trouvais pas assez ambitieuse, voilà. Donc j'ai été ravie de recevoir à nouveau un livre de votre part qui est réentreprendre sa vie après 50 ans. Parce que voilà, je m'intéresse au sujet de l'emploi des seniors pour plein de raisons. Aussi parce que je suis senior et que du coup j'ai pas mal d'amis qui sont seniors autour de moi, hommes et femmes, et que je vois des postures très différentes. Donc dans le cadre de cette série d'épisodes que je fais sur l'emploi des seniors, j'avais très envie de vous interroger. Mais d'abord, avant d'en dire plus, je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, moi, je m'appelle Frédéric Sintra. J'ai fêté mes 57 ans il y a une semaine. J'ai passé 27 ans dans des entreprises de la finance, de l'assurance et de l'assistance. Et j'étais directrice commerciale et marketing jusqu'en 2014, date à laquelle j'ai eu mon petit moment de gloire, puisque j'ai été élue la femme de l'année dans l'assurance par les internautes et par le jury, la femme commerciale de l'année dans les trophées Argus. Et ce qui m'a donné l'idée de monter ma propre structure. Parallèlement à cela, j'étais très investie dans les réseaux en général, professionnels, du fait de mon activité et notamment orientée business, et dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité. Je faisais partie du COMEX de Financiel, et je trouvais qu'on parlait beaucoup dans tous les réseaux du plafond de verre, mais assez peu de la niaque de l'envie. Et des femmes en particulier. Et donc, en cherchant par hasard ambition sur Internet, je suis tombée sur des archives de l'INA qui venaient de publier justement une émission à laquelle j'avais participé en 1983, alors que j'étais étudiante en classe préparatoire HEC, j'avais 17 ans à l'époque, et qui s'appelait « Comment l'ambition vient aux filles ». Et je représentais la jeune génération aux côtés d'Elisabeth Badinter, qui la féministe autrice que nous connaissons, et de Françoise Giroud, qui, à l'époque, devait être ministre de la Condition féminine. Et voilà, retombant sur ce DVD, je me suis dit, moi qui n'avais écrit que des plaquettes, des appels d'offres, des poèmes éventuellement pour les anniversaires, je vais écrire un premier livre. Et c'est comme ça qu'en fait, Comment l'ambition vient aux filles a été publié en 2014 chez Erol, le livre dont nous parlions. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ma présentation, à ce moment-là, j'ai décidé justement de lancer ma propre activité. J'avais 48 ans et je me suis dit, voilà, moi les gens qui m'inspirent vraiment, ce sont les gens qui ont pris des risques, quels qu'ils soient. Est-ce que je suis capable de faire ça ? Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer ma propre structure pour voir si j'étais capable de, à partir d'une idée, à partir d'une volonté, à partir du souhait d'avoir de l'impact, de créer une entreprise qui allait créer des jobs, puisque
je prenais les choses un petit peu à l'envers. Hein. Je partais un peu la fleur au fusil, en me disant oh là là, je vais faire des tas de choses, je vais créer des entreprises, avant même de se dire est-ce que ce que je vais créer va avoir un réel business model qui lui-même va contribuer à créer des jobs. J'avais pris les choses de façon un petit peu naïve et un petit peu inverse, donc j'étais confrontée à tout cela. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Assurantiel, qui me permet de proposer des prestations de conseil, en conseillant des startups qui se lancent dans l'assurance, ou alors en conseillant des structures qui veulent développer justement leur marché sur l'univers de la silver economy, puisque c'était vraiment mon expertise de métier, et ça le reste. Hein, le grand âge, quand je parle du grand âge, c'est 80 ans et plus, et puis toute la partie qu'on appelle les aidants, aujourd'hui qu'on peut appeler les seniors, puisque sont les 45-65 ans qui font partie de la génération pivot, qui sont des référents pour des personnes un petit peu plus âgées, et qui sont eux-mêmes considérés comme seniors, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Et puis, avec Axiel, j'ai d'abord créé une application numérique qui avait pour objectif de faciliter le networking professionnel. Application que j'ai déconnectée il y a 2 ans pour que cette marque Axiel soit celle qui me serve à faire des formations en stratégie d'influence online et offline pour des dirigeants ou des entrepreneurs, et pour faire quelques conférences justement sur la thématique de l'ambition, et plus récemment sur celle des deuxièmes parties de carrière en entreprise notamment, puisque c'est le sujet de mon dernier livre. Merci pour cette présentation. Alors, votre ouvrage propose une version très positive du travail et de la vie au sens large après 50 ans. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Et notamment, vous avez interviewé pas mal de dirigeantes, des RH, de coachs, donc c'est intéressant parce qu'on a un regard un peu complet. Et nous ici, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup les entreprises. Et je lisais que Jean-Claude Legrand, qui est le directeur général des ressources humaines de L'Oréal, parlait à la fois de l'initiative, de l'acte d'engagement sur la place des plus de 50 ans d'entreprise avec le Club Landois, qui est un think tank par contre, qui est dédié à la révolution démographique. Et puis il confirme aussi que le sujet de l'emploi des seniors est central, puisqu'en 2035, 50% de la population en Europe aura plus de 45 ans. Et chez L'Oréal France, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà 30% des collaborateurs. Donc, Jean-Claude Legrand est un peu témoin dans votre livre de l'engagement des entreprises sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous observez par ailleurs? Est-ce qu'il y a une sensibilité aujourd'hui des entreprises sur le sujet de ce qu'on appelle de l'emploi des seniors, mais en gros, c'est des plus de 45-50 ans? Bien, écoutez, mon livre est sorti au mois de janvier. J'avais commencé à l'écrire bien avant, bien sûr, parce que ce sujet, moi, m'était cher, étant moi-même quinca, et ayant des amis quinca, et observant par rapport à mon activité, que ce soit dans l'accompagnement ou dans le conseil, les perceptions des quinquas, avant même de parler de l'entreprise, par rapport à votre question. Et voilà, moi je voulais déjà montrer qu'il y avait un décalage entre l'image qu'on se faisait des quinquas et ce que j'observais dans la réalité. Et puis ce qu'on lisait. Et ce qu'on lit, c'était quelque chose qui est quand même un petit peu plombant, il faut le reconnaître, sur les seniors en entreprise, que c'est compliqué, qu'on trouve pas forcément de travail, etc., etc. Donc j'ai creusé le sujet, et tout à fait, j'ai vu qu'en fait, un certain nombre d'entreprises s'étaient intéressées particulièrement à ce sujet, notamment dans le cadre du club Landois. Et ça, c'était l'année dernière, avec une charte qui a été publiée, donc c'était L'Oréal et le club Landois, pour donner quelques engagements. Alors, quand on dit des engagements, on peut se dire, si on fait ça, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une solution? En tout cas, les entreprises se sont rendues compte que, du fait du vieillissement de la population, il y avait aussi un vieillissement forcément de leurs équipes, et que il y avait des compétences à exploiter, des ressources humaines à continuer à faire évoluer, parce que c'est aussi un des sujets, d'ailleurs, qui est exploité dans les différents items du Club Landois, c'est que l'entreprise est partie prenante, mais les collaborateurs de l'entreprise le sont également. Et l'un des points, c'est la formation à tout âge. L'entreprise se doit de continuer
à faire évoluer les personnes. Alors faire évoluer, c'est pas nécessairement avoir un poste au-dessus de l'autre, mais en tout cas faire progresser l'apprentissage, élargir les compétences, faire en sorte d'être adapté aux besoins, parce que l'entreprise a des besoins. Si les collaborateurs n'ont plus les compétences qu'il faut, alors qu'ils font partie de des équipes, ben c'est de la responsabilité de l'entreprise de leur apprendre à se mettre au niveau par rapport aux compétences requises à ce moment-là. Et les entreprises, en tout cas certains, disent mais parfois on voudrait proposer des formations et ce sont les personnes qui elles-mêmes, quand elles ont atteint un certain âge en entreprise, se disent finalement c'est plus trop la peine. Et donc c'est aussi un gros sujet. Ça veut dire que ça c'est aux personnes elles-mêmes de prendre en main leur formation, leur volonté de continuer à apprendre, quel que soit leur âge, pour être au service de l'entreprise également. Donc les entreprises, effectivement, elles ont signé des chartes pour d'une part se dire qu'elles continuent à faire évoluer les personnes qui ont plus de 45, plus de 50, voire plus de 55 en fonction des entreprises, qu'elles continuent à recruter. Mais aussi un autre aspect, c'est, et c'est très important, et moi ça m'a marqué justement par rapport aux chartes du Club Loi de L'Oréal, c'est de faire évoluer le regard aussi sur ces personnes qui ont plus de 50 ans en entreprise, et notamment avec les managers. Parce que on parle beaucoup de l'intergénérationnel, mais il est là aussi, parce que ça veut dire que peut-être qu'un manager de 35 ans aura dans son équipe quelqu'un qui a 10, 15 ans de plus que lui, et c'est de faire changer la représentation qu'il peut en avoir, ne serait-ce que sur un CV, avant même de connaître la personne. Parce que parfois, il y a une perception, même dans l'apparence, il y a les stéréotypes, des stéréotypes sur l'âge, avec les références, en disant, tiens, il va pas, parce que c'est plutôt sur la négatif, il va pas être capable de, elle va pas être capable de, il va pas y être ceci, il va ressembler à ci, il va ressembler à ça, donc, voilà, alors que, justement, en voyant les différentes, ça veut pas dire que toutes les personnes de plus de 50 ans sont forcément dynamiques, super compétentes, etc. Non, on est différents, tous différents avant 50 ans, on va pas devenir le même ou la même après 50 ans, et heureusement. Tout à fait. Mais d'ailleurs, parfois, on pointe du doigt les plus de 50 ans comme étant moins souples, moins adaptatifs, mais en fait, on peut l'être pas du tout à 30 ans. Donc, c'est pas forcément lié à l'âge, comme vous dites. Et l'autre chose, c'est que quand vous parlez d'évolution des représentations, donc vous invitez d'ailleurs le lecteur à s'émanciper des regards sur la seniorité, à s'affranchir des représentations extérieures. Et je pense qu'il est important aussi, on parlait de multigénérationnel, que dans l'entreprise, les seniors changent aussi leur regard sur les plus jeunes. Moi, je découvre encore aujourd'hui qu'il y a des cas de figure dans lesquels, dans le conseil, des jeunes consultants, il y a des clients seniors qui ne veulent pas les entendre. Donc aujourd'hui, il y a encore... Donc je pense que l'évolution des représentations, elle est dans les deux sens, en fait, et elle est importante parce qu'on est beaucoup de générations dans l'entreprise, elle est fondamentale. Et vous invitez aussi, dans votre livre, je voulais m'arrêter là-dessus, donc les personnes de plus de 50 ans, mais on en parlera après, c'est très parlant pour des gens des 30 ou 40 ans, à identifier leurs talents, à les faire connaître, à accroître leur visibilité, pour faire évoluer en fait l'image que les autres ont d'eux, en fait, et voir l'image que ces personnes ont d'elles-mêmes, en fait. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est pas uniquement à plus de 50 ans, mais c'est de savoir quels sont ces talents, ces compétences qui peuvent être acquises dans le monde de l'entreprise, mais voire à l'extérieur. Et l'intérêt d'avoir un peu de bouteille, c'est d'avoir a priori vécu des expériences multiples, pas nécessairement dans l'entreprise, même. C'est mieux, mais ça peut être à l'extérieur, dans la vie familiale, dans la vie associative. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des carrières linéaires, mais qui néanmoins ont eu une implication forte au sein d'associations sportives, d'avoir été élus, et là d'avoir géré des projets, d'avoir géré des budgets, d'avoir fait preuve de leadership. Et c'est tout ça, c'est de le faire savoir. Ce sont des compétences que la seniorité permet d'acquérir et de mettre
en avant. Et puis c'est aussi, et d'ailleurs dans le Col Blanc d'Oie, on invite, c'est de valoriser des rôles modèles pour montrer que justement, après 50 ans, on peut tout à fait, et on continue à être visible, à s'exprimer, à avoir de l'impact. Et en fait, à un moment donné, je dirais, on est là en tant que personne et pas en tant qu'âge. Dans mes premiers livres, je parlais du genre, et quelqu'un me disait « Ah bah peut-être que justement tu es comme ça parce que tu ne te vis pas ni en tant que femme, mais en tant que personne. » Alors c'est un peu violent, mais peut-être que c'est la même chose. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait abstraction, peu importe, on est nous-mêmes. Non mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est très vrai parce que notre âge ne nous définit pas. Alors, on pourra parler de changements physiologiques qui peuvent marquer le passage de la cinquantaine éventuellement, mais sinon, quels indicateurs ? Enfin, je veux dire, il y a la façon dont on se sent. Vous parlez aussi vous parlez souvent on n'est pas, il y a 20 ans, les personnes n'étaient pas dans la même forme physique, dans la même disposition, dans le même état d'esprit non plus à 50 ans. Donc donc tout ça évolue beaucoup. Et on évolue avec ça, donc ça bouge énormément. Oui, alors si ce n'est qu'il y a quand même un point commun, ouais. C'est les références. Autrement dit, nous, si on parle des quinquas, on a vécu des tas de choses communes, quel que soit notre job, quel que soit notre genre, quelle que soit notre classe sociale. On a vécu l'avènement des radios locales, on a eu notre premier téléphone entre les mains, notre gros appareil qu'on utilisait. On a vécu l'arrivée d'Internet. Moi, je me souviens encore, je travaillais à l'époque dans une société d'assurance chez Cardiff et il y avait des rendez-vous au restaurant d'entreprise pour nous faire découvrir Internet. Avant, quand on voulait faire des copies, quand on voulait quelqu'un dans l'entreprise connaisse quelque chose, on faisait des photocopies. Après, on a eu les mails avec les copies. Mais tiens, je t'ai envoyé le mail, t'es au courant, je t'ai envoyé un mail. Enfin, chose qu'on connaît aujourd'hui dans l'entreprise. Mais ça, nous, on a vécu cet avènement-là. On a vécu le numérique qui était utilisé à tout va comme aujourd'hui. Donc, on s'est adapté. La génération d'aujourd'hui, elle est née avec ça. Ouais. Donc forcément, même dans la façon d'appréhender tout ça, il y a quand même quelques différences et de références. Oui, ne serait-ce que la façon dont on va lire un écran qui va être différente. Donc il faut quand même tenir compte de ça. Donc il y a eu une très grande adaptation, mais on n'est pas né dedans. On n'est pas né dans et puis aujourd'hui ce que vivent, c'est le côté générationnel. Alors on parle juste du numérique, mais de tout. Il y a des références communes. Et d'ailleurs, quand on travaille son leadership et l'intergénérationnel, c'est tenir compte de ça. C'est tenir compte de ça, c'est tenir compte que les gens sont tout aussi différents, mais que les références sont probablement un petit peu différentes et la façon d'apprendre est peut-être différente. Je vais prendre mon cas personnel. Moi, je vais plutôt apprendre si j'ai quelqu'un qui m'explique les choses et que je vais voir ensuite, je vais voir des vidéos. La génération de mes enfants, pour ne citer que, va apprendre spontanément avec des vidéos, etc. et va aller en cours après pour partager tout ça. Donc, on a eu aussi des apprentissages un peu différents. Donc, tout ça, c'est l'entreprise qui elle, doit fédérer tout cet univers, doit aussi tenir compte de ça. Bien évidemment. Sans stigmatiser, mais tenir compte. Et le manager, il ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est probablement comme ça, avec une grande capacité d'adaptation. Donc, c'est aussi comprendre l'autre. Hein. Complètement. On est vraiment là-dedans et amener les uns les autres à se comprendre, à se respecter et à apprendre les uns des autres. On parle beaucoup de mentoring, mais aussi de reverse mentoring. On peut s'apporter mutuellement. Vous parlez aussi dans le livre de l'importance, par rapport à réentreprendre sa vie après 50 ans, de développer son leadership, d'être soi-même, de se redécouvrir, et vous parlez même d'assumer son âge avec panache. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors là, tout dépend, tout dépend de l'univers dans lequel on évolue. Si on est dans un univers où l'âge compte beaucoup, parce qu'on est plutôt dans le jeunisme, peut-être qu'on va être moins enclin à le faire. Moi, en tout cas, ce que je me dis, c'est qu'il y a une partie de la population... Je vais prendre l'exemple des femmes, puisque je l'étudie davantage dans le livre. On fait partie de cette génération de femmes qui avons suivi des études supérieures, qui, a priori, avons eu des ambitions lorsque nous étions étudiantes.
qu'on a continué à exercer ou non, avec un leadership affirmé, plus ou moins affirmé. Mais en tout cas, ce qui semble être commun, en tout cas, et notamment vous faisiez référence aux personnes que j'ai pu interviewer, c'est que arrivé à 50 et quelques, on peut se dire qu'il y a déjà des cases qui ont été cochées. Sur un plan personnel ou familial, et donc là, avec le sentiment qu'on lève la tête en se disant « mais j'en ai encore beaucoup, beaucoup sous le pied, et c'est le moment ou jamais ». Et là, c'est le moment ou jamais d'exploser, notamment professionnellement, soit en faisant des pas de côté, soit en continuant à évoluer dans l'entreprise. Et là où c'est plutôt positif, avec une notion positive dans les conseils, dans les comités de direction par exemple, c'est le moment ou jamais, avec l'expertise qu'on a pu avoir, de se positionner. Et puis en plus, on va dire, il y a aussi des éléments favorables contextuels sur la féminisation, oui. Et donc c'est tant mieux, parce que voilà, là il y a des talents qui sont arrivés, des femmes avec une seniorité qui arrivent et qui peuvent du coup s'exprimer, y compris pour les hommes qui ont aussi coché les cases, probablement en se disant j'avais ces engagements probablement aussi financiers par rapport à la famille, la maison, etc., etc. Et maintenant je peux exploser en me donnant peut-être, en m'octroyant des libertés supplémentaires dans le cadre de l'entreprise, voire en créant une structure, voire dans l'entreprise en prenant plus de risques sur d'autres projets, ou en affirmant davantage ce que j'ai au plus profond de moi. Oui, on est exactement. Et ma dernière question, parce que votre livre, il est intéressant pour tout le monde, hommes-femmes, mais aussi, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans, bien au contraire. Je pense qu'il est intéressant aussi pour les trentenaires et les quadras. D'ailleurs, vous parliez de jeunes journalistes qui vous avaient interviewé et qui avaient trouvé le livre fort utile. Voilà, comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent, et qui sont pas encore quinquas, peuvent préparer tout ça pour justement pouvoir être en mesure de reprendre sa vie après 50 ans? Alors, il y a un mot qui m'est cher, c'est le mot prévention. Mmh. Le mot prévention, moi je viens de l'univers de l'assurance, de la santé, donc on parle bien sûr de la prévention de son capital santé. Mais il y a un autre mot, la prévention, c'est dans l'employabilité. Autrement dit, le constat que j'ai pu faire en écrivant ce livre et en observant et en lisant, c'est que plus on avait fait preuve d'adaptabilité et de changement ou de job, ou de formation complémentaire, ou de curiosité pendant sa vie active, quel que soit son âge, plus facile était le fameux passage à la seniorité en entreprise. Autrement dit, si on a fait preuve d'adaptabilité, de changement de poste assez régulier, d'augmentation des compétences, eh bien, le fait de passer 50 ans n'est pas un sujet, puisque c'est juste une continuité. Et donc, s'il y a par malheur un accident de parcours, et ça arrive maintenant assez fréquemment, le rebond est très facile. Si on a travaillé son réseau très très tôt, si on s'est formé, si on est allé dans les conférences, si on a changé de poste alors qu'on est sur un poste un peu expert et qu'on a fait un pas de côté sur un autre job qui nous plaisait un petit peu moins, dans l'entreprise, par exemple dans le cas de mobilité, mais qui nous permettait d'acquérir des compétences complémentaires, voire de connaître d'autres personnes, c'était plus facile après de manager une équipe un peu plus large. Ça montre aussi qu'on a cette capacité d'adaptation. Alors si ce n'est que quand on maîtrise un poste et qu'on change, on perd un peu cette notion de compétence et d'expertise, parce qu'on redevient quelque part un peu débutant, et c'est parfois un petit peu déstabilisant. Mais il faut se dire que finalement, on fait du vélo en permanence. Quand on est petit, avant de bien savoir faire du vélo, on tombe quand même un certain nombre de fois. Et dans l'entreprise, il faut accepter de refaire du vélo, de réapprendre à faire du vélo assez régulièrement, et ce qui nous permet en fait de nous adapter, quel que soit notre âge. Ouais. Et donc de préparer justement le fait de reprendre sa vie après 50 ans. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Moi, j'engage tous ceux qui nous écoutent à lire votre livre, parce que c'est une mine d'informations. Il est très facile à lire. Vous parlez aussi beaucoup de votre expérience personnelle. Vous faites témoigner des personnes extrêmement inspirantes. Vous parlez de rôle modèle. Il y en a plein le livre. Donc, c'est pour ça que c'est utile, parce que moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois beaucoup que c'est facile aussi, au-delà de la théorie, d'aller apprendre des parcours des autres. Et en ça, j'ai trouvé que c'était aussi un outil précieux. Donc, merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre.
Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.